Et tout de suite, notre retour sur l'actu, chers auditeurs. Peut-on répondre aux cris du peuple français ? François Bayrou sera-t-il un sauveur ou est-il condamné ? La dette est-elle un vrai problème ou un faux prétexte ? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre avec un animal politique à la fois expérimenté et chevronné ainsi que visionnaire. J'ai nommé Jacques Cheminade, président fondateur de Solidarité et Progrès, ainsi que de multiples fois candidat à la présidence de la République, tout autant qu'auteur du dernier ouvrage à paraître, Répondre aux cris du peuple aux éditions Glyph. Bonjour Jacques Cheminade et merci d'être des nôtres. Merci de m'accueillir. Mais c'est un honneur pour nous de vous recevoir, comme je l'ai dit aux auditeurs qui vous connaissent certainement déjà. Vous êtes un animal politique et vous êtes très expérimenté et à la fois très visionnaire. Donc nous allons vous demander en préambule ce qui pousse une personnalité comme la vôtre à rester en politique en 2025 après tout ce chemin. Eh bien, que dans le monde et en France, personne ne réponde ni au cri du peuple, ni à l'avenir du monde. Gaza en est l'exemple. Gaza, comme David Grossman, la paix maintenant d'Israël, qui a dit pendant longtemps « j'ai toujours nié que ce soit un génocide, maintenant je dois le dire, c'est un génocide », avec beaucoup de courage. Gaza, ce qui est terrible, c'est que ceux qui ont été victimes d'un génocide, ou leurs héritiers maintenant, se livrent à leur tour à un génocide. Et ça qui est terrible pour nous et pour nous tous, y compris pour les Israéliens de cœur. En effet. Alors, bien plus que cela, c'est ce qui se passe dans le monde actuellement. Où ça se passe ? Ça se passe à Pékin, où se réunit l'Organisation de coopération de Shanghai, où se réunit le 3 de ce mois, l'Organisation de coopération de Shanghai, c'est maintenant, se réunit le 3 de ce mois, le grand défilé en Chine pour célébrer la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la fin du militarisme japonais, disent les Chinois. Et puis, il y a le forum de Vladivostok en Russie, forum économique sur l'Extrême-Orient. C'est là que ça se passe, parce qu'il y a la volonté de ce que Xi Jinping appelait l'esprit de Shanghai, c'est-à-dire un nouvel ordre économique de développement mutuel, de croissance, et il l'a affirmé, qui est un retour aussi à ce que les non-alignés à quoi ils voulaient parvenir à Bandung, en 1955. Une sorte de monde multipolaire centré sur l'empire du milieu, donc. Alors, Poutine a une expression, et je dois dire, c'est Poutine qui l'a dit, il faut le prendre au mot. Il a dit, c'est pas un monde multipolaire, c'est un monde polyphonique. C'est-à-dire un monde où chacun a sa voix, on s'accorde les voix et on chante ensemble. Ah, ça résonne chez vous, j'imagine, puisque vous préconisez le chant choral. Oui, et c'est le grand poète Béranger, ayant été voir en 1841 Willem, et qui lui dit « Je suis stupéfait qu'ils chantent juste. Vous avez des chorales de 100, 200, 1000 personnes et ils chantent juste. » Et dès qu'on chante juste, dès qu'on s'accorde, eh bien, c'est, disons, un premier pas pour entrer en concorde. Pour entrer en concorde et en fraternité. Il dit la fraternité de tous. Donc, je dirais autre chose pour la France. C'est qu'on voit, on a vu d'abord l'union des gauches. Alors, cette union des gauches, nouveau Front populaire, c'est faire la guerre en Ukraine. Tous l'ont accepté, y compris Mélenchon. C'est écrit dans leur programme. Et donner des armes à l'Ukraine pour la guerre, pour l'envoyer les Ukrainiens au hachoir à viande. Et puis, l'union des droites. Alors on voit se réunir en juin cette soirée des libertés au casino. Et puis qui, dans cette soirée des libertés, est présent ? Pierre Noisa, Sana Knafo fait l'éloge des bitcoins. Et on fait l'éloge de ce qui est tout à fait contraire à une conception de l'argent qui pourrait être celle de Peggy, celle de Zola, celle de tous les Français qui en ont parlé. C'est de l'argent qui repose sur rien, sur aucune chose d'utilité physique ou nécessaire à l'homme. Mais c'est déjà, je trouve ça scandaleux. C'est déjà le cas avec les monnaies fiduciaires. Bien sûr. Mais là, c'est une étape plus loin. Trump s'est complètement associé à cela. Il a dit qu'on ferait des stablecoins. Il a donné son accord. Il y a eu la loi Genius votée aux États-Unis. Les stablecoins, qu'est-ce que c'est ? C'est une monnaie qui est livrée à des intérêts privés, mais soutenue par le dollar et, au sein du dollar, par la Réserve fédérale américaine. Donc on privatise littéralement des choses. Et en même temps, une autre chose qu'on oublie de dire, c'est que, adjacente à cette loi, la loi Genius, il est établi que les États-Unis n'ont pas le droit de faire une monnaie numérique d'État.
C'est la différence avec monnaie numérique chinoise. Il y en a une, ou dans d'autres pays, mais en Chine en particulier, c'est le renminbi qui est une monnaie numérique d'État. Donc là, voilà que des soi-disant libertariens aux États-Unis font quelque chose qui donne à n'importe qui la possibilité, ou pas à n'importe qui, mais à tous ceux qui sont dans le cercle de raison, d'aller vers cette monnaie, et que d'un autre côté, c'est garanti par les bons du Trésor, donc garantis par l'État. Donc ce curieux libertarien même, à les prendre à leur mot, à leur façon d'être. En réalité, c'est l'esprit d'Ayn Rand, qui est ce qui est le plus lu aux États-Unis après la Bible, et cette idée qu'il y a des hommes forts du privé qui doivent s'opposer aux États, et que ces hommes forts, nietzschéens, représentent la force et la puissance. Et on en est là. Et c'est très grave, parce que je pense que la guerre des tarifs l'a montré, la guerre des droits de douane, il faudrait dire. Et la guerre monétaire le montre, on a notre principal ennemi qui est là, qui occupe le pouvoir aux États-Unis. Alors, ce n'est pas Trump lui-même, hein, c'est tout son entourage. Il faut peut-être en parler peut-être à un autre moment lorsqu'on parlera de la dette. En effet, vous reviendrez d'ailleurs à l'occasion pour développer tout cela dans cette émission, si vous le voulez bien. Mais je voudrais revenir avec vous à un sujet plus prosaïque et plus franco-français. Selon vous, est-ce que François Bayrou va pouvoir trouver une majorité dans cette histoire de vote de confiance prévue pour le 8 septembre ou alors est-ce qu'il va dégager ? Seuls ceux qui croient au conte de fées croient qu'il trouvera une majorité. Il n'en trouvera pas. Tout le monde se prépare à autre chose, y compris Macron. Alors, ce qui est important, c'est que maintenant, ça atteint Bayrou, mais ça atteint Macron. Même le journal Le Monde le constate, ça atteint Macron. Et Macron lui-même se trouve remis en question. C'est ce qu'on appelle la fatigue du pouvoir, je crois, non ? Je crois que Macron, en réalité, a très peu de pouvoir. Il a été promu par certaines forces pour appliquer une politique qui correspond, je dirais, à une forme de changement très profond de ce qu'est la France. C'est l'assujettissement à la France, à ce monopole financier international, à cette unipolarité, comme on dit. Macron l'a dit lui-même dans une interview aux États-Unis, à CNN News. Il a dit « Mon rôle, c'est de... et il a utilisé le mot qu'avaient utilisé Derrida ou les autres. Mon rôle, c'est de déconstruire l'histoire de France. » Donc il le fait. Et devant tout le monde. Et il y parvient très bien, effectivement, oui. Il y parvient très bien, mais il est en train de créer un contre-mouvement. Et je crois que ce mouvement apparaît sous différentes formes. Aucune unie. Ce qu'il faudrait, c'est une cohésion nationale représentant ces forces-là. Elle ne peut être ni de droite ni de gauche. Elle ne peut être que dans l'esprit gaullien. En effet. Mais là, nous avançons encore une fois dans la métapolitique. Alors revenons à des choses plus prosaïques et plus concrètes, comme j'essaie de le faire dans cet entretien. Selon vous, donc, cette dette dont tout le monde parle, dont on nous rebat les oreilles depuis des années, même Thierry Breton nous en parlait déjà en son temps, alors qu'il était secrétaire d'État ou ministre, je ne sais plus. Cette dette, est-ce que vous partagez le diagnostic de son importance capitale pour le budget français, ou est-ce que vous pensez que c'est un faux problème ? Alors, le diagnostic, c'est à la fois je partage le diagnostic et je pense que c'est un faux problème. C'est un faux problème parce que qu'est-ce que la dette ? Ce n'est pas le total. Les États ne font que payer les intérêts. Le principal se renouvelle à chaque fois. Donc c'est une question d'intérêt. Les intérêts sont très élevés. On en est bientôt à 70 milliards, on arrivera bientôt à 100 milliards. Donc c'est très élevé. Ça dépasse, ce me semble, les recettes de l'impôt sur le revenu, non ? Ça dépasse les recettes de l'impôt sur le revenu, qui en France est faible parce que l'impôt de revenu est fait de telle façon que les recettes sont faibles. On peut discuter sur la nécessité d'organiser un impôt sur le revenu ou non, c'est une autre question. Bon, maintenant il y a cela. Mais si on voit la nature de la dette, c'est très grave parce que ça n'a pas correspondu. C'est les crédits qui correspondent à cette dette. Rien n'a correspondu dans l'économie réelle, physique, dans le développement. D'où vient cette dette ? Elle vient de la crise 2007-2008 où on a renfloué toutes les institutions financières. Elle vient de la dette Covid où, à raison, on a fait du crédit pour les entreprises pour les empêcher qu'il y ait une crise très grave en France. Elle vient surtout de taux d'intérêt qui ont été supérieurs au taux de croissance physique. Et c'est là qu'est le fond du problème très grave de cette dette. Ce qui fait que, finalement, on a des taux d'intérêt en France de 3,51% actuellement à 10 ans. C'est 2,73% en Allemagne. Et on est avec des taux d'intérêt plus élevés que le Portugal. Donc c'est ça la véritable nature du problème. Et que on a un taux d'endettement qui est, on dit 114%, c'est probablement un peu plus. En Allemagne, c'est de l'ordre de 60%. Et ce qui montre bien
que ce qui importe, c'est ce qu'on fait lorsqu'on s'endette. C'est que Merz, en Allemagne, a décidé de faire sauter le frein de la dette qu'il y avait en Allemagne, alors qu'il est un démocrate chrétien conservateur, au moins budgétaire. Il a fait sauter. Mais pourquoi ? Et ça, c'est le drame. C'est pour investir dans le militaire. Et toute l'Europe est en train d'investir dans le militaire. Le monde entier est en train d'investir dans le militaire. Et quand on fait cela, on prépare une guerre. Alors, comment sortons de la guerre ? Sortons de la dette. On peut en sortir par l'inflation, c'est désastreux. On peut en sortir également par l'austérité, c'est désastreux. Et on peut en sortir par encore plus désastreux par la guerre. Et quand le monde entier arme et qu'aux États-Unis, tout le système financier est associé au système, je dirais, de Silicon Valley, et Silicon Valley est associé au domaine de la défense militaire, et qu'on en est à un point où Ursula von der Leyen a accepté que les Européens payent pour qu'on envoie des armes à l'Ukraine, mais que ces armes soient produites aux États-Unis et qu'ils en payent pour ça. Enfin, une catastrophe. On est en pleine folie. 600 milliards d'euros, je crois, en plus. C'est absolument fabuleux. On dépasse la raison, on dépasse l'entendement. C'est de la folie, c'est une folie absolue. Enfin, bref, ça c'est. Donc, dans cette histoire-là, le sort de M. Bayrou est une question relativement secondaire. Le sort de la France, c'est ce qui compte. En effet. Alors, du coup, si jamais François Bayrou venait à tomber, donc vous prévoyez qu'il tombera, puisque selon vous, il n'aura pas la confiance de l'Assemblée nationale. Si François Bayrou tombe, est-ce que cela mènera à une dissolution de l'Assemblée ou alors à une crise plus durable, plus diffuse, plus étrange, avec une absence de gouvernement et Emmanuel Macron qui cheminera jusqu'à la fin de son mandat présidentiel dans un marasme et un flou budgétaire, légal, législatif, etc. Alors on est dans l'ambiance de la 4e République finissante. Pas du début, de la fin. Emmanuel Macron lui-même a dit qu'il n'allait pas dissoudre. Le fera-t-il pas ? C'est une autre question. S'il dissout, il pourra se débarrasser d'un adversaire politique important et chevronné, en la personne de Marine Le Pen, puisqu'elle est pour l'instant encore inéligible depuis sa condamnation récente. Elle a dit qu'elle se présenterait, elle a raison de son point de vue. Elle se présentera et là ça causera un scandale. Au présidentiel certainement, mais pas au législatif si jamais il y a dissolution, puisqu'en fait son procès en appel est prévu pour dans quelques semaines, quelques mois, je crois. Oui, mais elle peut se présenter malgré le résultat, malgré son inéligibilité. Oui, d'accord. Et mettre en cause le système. Alors, sa condamnation, la condamnation de Marine Le Pen et des autres au Rassemblement national, était justifiée. Ils ont barboté de l'argent de l'Europe auquel ils participaient. Marine Le Pen a même dit un jour on le fait parce qu'on est contre l'Europe et on va prendre cet argent-là. Donc, mais la condamnation, là où elle est inouïe, c'est lorsque elle est empêchée de se présenter à toute élection, y compris au présidentiel. Là, non. Oui, puisque l'appel n'est pas, comment dit-on déjà, sa procédure en appel n'est pas suspensive de la condamnation. C'est vrai. Donc ça, c'est très rare. C'est possible, hein, mais c'est rare. Alors, puisque nous parlions de crise éventuelle, de dissolution peu probable, vous avez un terme qui revient depuis 2017, qui est selon vous le catalyseur. Est-ce que la France a vécu son catalyseur ? Est-ce qu'on y est enfin ? Est-ce que nous sommes enfin arrivés à cette croisée des chemins ? Et est-ce que vous pensez que la France peut éventuellement, suite à ce catalyseur, s'il a déjà eu lieu, trouver les bons rails ? Alors dans le cadre des institutions, je crois qu'il n'y a qu'une personne qui croit à cela, c'est probablement Olivier Faure qui se présente et qui s'aligne pour être un gouvernement, l'alternative. Non, au catalyseur, on n'y est pas encore. Je reviens du Cotentin et j'ai vu une réaction dans Le Rosel, qui est un petit village, de gens qui étaient là. Alors ils étaient heureux d'être ensemble, c'était une bonne ambiance, mais la musique, c'était quoi ? C'était un groupe folk rock qui chantait des chansons américaines de l'époque 80, 90, 2000, 2010. Donc on a ce mélange, on a cette présence d'une culture anglo-américaine, je dirais, et en même temps les gens qui veulent faire de bonnes choses. Ça me rappelle Gervaise, quand Émile Zola en parle. Ils se réunissent, ils sont heureux, Gervaise a réussi, c'est le moment où ça allait bien. Et qu'est-ce qu'ils chantent ? Ils chantent des chansons de Kafkons qui sont abominables, qui sont sinistres, qui sont sur la patrouille qui passe, sur les femmes de mœurs légères, je ne sais pas quoi encore. Donc c'est là, on n'a pas donné au peuple la culture qu'il mérite.
Eh bien, peut-être, mais est-ce que c'est dû finalement à cette contamination culturelle anglo-américaine, anglo-normande, comme disent certains, ou est-ce que, revenons-en comment dire, au nerf de la guerre, est-ce que ce ne serait pas la finance mondialisée qui a intérêt à maintenir la population globale dans un marasme culturel, dans un marasme intellectuel, afin d'en faire de bons petits consommateurs? Ça commence dès le pacte Bloom-Burns, où on permet en 1946 aux films américains de venir sans impôt en France. Donc là revient toute la culture hollywoodienne, et les trois quarts, les 4/5 des films qui passent en France sont hollywoodiens. On est passé de films plus ou moins commandités ou inspirés par la commandature nazie à des films inspirés par Hollywood. Alors, je ne veux pas faire de comparaison, mais quand même, c'est pas nous. Et nous, c'était qu'une minorité. Et quand c'est nous, c'est financé par la puissance publique, en réalité, et sont des films qui sont très souvent des films d'un milieu, je dirais aujourd'hui, on dirait woke, mais c'est pire que ça. C'est un milieu qui n'a que l'idée de son narcissisme et l'idée de penser à le petit problème de petits groupes de familles, de choses comme ça. Ozon, les films d'Ozon, par exemple. On n'en est pas à une culture populaire, à des films populaires comme on pouvait voir encore dans les années 30, des films, je ne sais pas, de Renoir, des films en particulier, moi j'aime beaucoup La règle du jeu, mais La grande illusion aussi. Ces films, on n'est plus à ce niveau-là, on ne sait plus à ce niveau-là dans notre propre pays. Parce qu'on a été insidieusement poussé à une culture qui n'est plus une culture de la cohésion nationale, de la collectivité. Certains disaient tout ce qui est national est nôtre. Moi, je dirais tout ce qui est international devrait être nôtre. On devrait être une présence dans le monde. Il n'est de patriote que s'il est citoyen du monde. Moi, je crois que le poète allemand disait ça, Schiller. On oublie que Schiller avait été fait français par la Convention. Donc, patriote et citoyen du monde. Et dans cela, on met son nez dans les affaires du monde et on en a le droit. Mais en même temps, ce qu'il y a de bon dans le monde, ce qui passe, eh bien, on fait avec. C'est ce qui arrive aujourd'hui à Pékin. Qu'est-ce qui arrive? Des pays qui réclament leur souveraineté, l'Organisation de coopération de Shanghai, les BRICS ou d'autres. Et nous, on doit associer notre propre souveraineté aux pays qui demandent leur souveraineté. Pas pour s'incliner, sans angélisme, mais parce que c'est une autre direction de la politique mondiale qui est en train de se dessiner. Oui, une forme de rayonnement et d'universalisme à la française, finalement. C'est ça que vous préconisez. C'est ce que De Gaulle essayait de faire, à sa façon. Peut-être on pourra penser plus grand que De Gaulle aujourd'hui. Et penser que la France, comme disait Jaurès, c'est un pays qui très souvent tombe dans l'indifférence, dans la capacité, dans le laisser-aller, ou dans la violence sans réflexion, mais qui a à certains moments de lumineux réveil. Et je pense que, vous me posiez la question sur le catalyseur, je pense que les conditions vont se créer progressivement pour un lumineux réveil, mais qui devra exiger de vrais sacrifices, mais des sacrifices qui ne sont pas pour la cause de gens en place, qui ne sont pas pour la cause de puissance de l'argent, mais qui sont des sacrifices pour le peuple, par le peuple et pour le peuple. Bien, merci. Avant de poursuivre cet entretien, Radio Courtoisie a besoin de vous faire écouter un message important quant à sa vie quotidienne. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Merci d'avance, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Et comme vous le savez, si vous êtes assujettis à l'impôt sur le revenu, chacun de vos dons est déductible aux 2/3. Nous reprenons cet entretien avec ce grand animal politique à la fois expérimenté et chevronné. Je ne cesserai de le répéter. J'ai nommé Jacques Cheminade, également visionnaire, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être des nôtres aujourd'hui dans cet entretien. Nous avons évoqué François Bayrou, nous avons évoqué la dette, nous avons évoqué la finance, ainsi que la culture. Maintenant, nous poursuivons cette, interview, comme on dit désormais dans le monde anglo-normand, pour parler des priorités de Jacques Cheminade pour la France en 2025. Quelles sont vos priorités, cher Jacques Cheminade? Alors, vous dites animal politique, mais écarté du zoo politicien. Il y a des animaux qui vivent en zoo et d'autres qui vivent de manière indépendante, autonome et sauvage dans les bosquets. Sauvage, je ne crois pas, parce que je suis plus favorable à une vie collective, à une vie sociale que quiconque. Je pense que des grandes inventions, de grands apports à l'humanité ne peuvent se faire que socialement. Et
étant capables de faire leur pédagogie et convaincre les autres. Revenons à votre question. Quelles sont vos priorités pour 2025 ? Les priorités, c'est une politique économique d'indépendance et de développement. Elle n'est pas possible en soi pour la France seule. Elle n'est possible qu'en adhérant à ce mouvement qui se produit dans les pays de ce qu'on appelle le Sud global, mais en réalité, c'est la majorité mondiale. C'est 80% de la population mondiale qui réclame de façon qui n'est pas uniforme, qui n'est souvent pas claire, mais qui réclame sa souveraineté. Et nous devons réaffirmer notre souveraineté nationale, notre vraie souveraineté. Et les souverainistes parlent souvent de questions relativement importantes, mais secondaires, sans faire dans des considérations qui concernent telle ou telle possibilité. C'est vrai que la France, je l'ai toujours dit, doit sortir des institutions qui l'abaissent, qui sont l'Union européenne, qui sont l'OTAN et qui sont l'euro. Mais on ne doit pas le faire comme ça, à l'aveugle, en disant que ça résoudra tout. Il faut une politique mondiale qui soit une politique différente et avoir en tête comment la prévoir. Puis, il faut faire une banque nationale, une vraie banque nationale, avec du crédit public national, orienté vraiment vers le développement. Pour ça, il faut faire Glass-Steagall à la française. On l'avait en 1945. C'est pas seulement le Glass-Steagall de Roosevelt, on l'avait en 1945, où on avait une banque nationale indépendante. Il faut revenir à cela, parce que c'est la clé de tout. Et le crédit public bien orienté, c'est aussi la clé de tout. Aujourd'hui, les gens s'étonnent, on dit on n'a jamais versé autant d'argent, apparemment, et on a un service public qui ne marche pas du tout. Parce qu'on n'a pas orienté cet argent là où il fallait, avec les gens qu'il fallait. Donc la priorité, c'est de revenir à cela. Et la priorité, évidemment, c'est de servir le peuple dans ce contexte-là. Alors, il faut un combat, qui soit un combat à l'échelle de notre pays, où les gens qui ont conduit à toutes sortes d'errements parce qu'ils n'avaient pas un sens de la priorité nationale et du sens de la nation, c'est des gens qui sont dans le parti de gauche et le parti de droite aujourd'hui. Je pense que toute la classe politique, quelque part, est responsable. Quand on voit Marine Le Pen avec Jordan Bardella aller à Flamanville. Flamanville est une ville qui m'est très chère parce que nous avons toujours combattu pour l'énergie nucléaire, au moment où d'autres disaient que c'est moindre mal, ou je ne sais pas quoi. Donc, et à Flamanville, dire qu'il faut coupler le bitcoin, l'émission de bitcoin, pour avoir l'énergie, la prendre dans le nucléaire. Mais c'est une vision complètement, disons, hors de la réalité. Ce qu'il faut, c'est avoir une énergie que l'on maîtrise et qu'on ne prenne pas comme élément pour juger le prix de l'énergie, le système européen d'énergie. C'est complètement fou, parce qu'on paie au prix du gaz, qui est le dernier mis en place lorsque le système doit marcher, le dernier mis en place est le plus cher. On a laissé l'Europe se couper complètement du gaz russe, qui fait qu'on paie un gaz naturel liquéfié américain 3 ou 4 fois le prix, et je dois ajouter qu'on importe encore du gaz russe, mais à un prix beaucoup plus élevé qu'on ne l'importait avant la guerre en Ukraine. Donc on est dans un système de fou. On marche sur la tête, effectivement. On marche sur la tête. On marche sur la tête. Alors en quelques mots et en une minute, quel message voulez-vous laisser aux Français en général, ainsi qu'aux auditeurs de Radio Courtoisie en 2025 ? Que la France est un pays encore extrêmement important, essentiel pour le monde, mais à condition qu'elle se retrouve elle-même. C'est-à-dire qu'elle revoie ce qui a fait son identité dans l'histoire, et en particulier, depuis la monarchie, mais repris par la République, le sens qu'il y a quelque chose qui est inaliénable, c'est ce qui est de l'ordre du public. On l'a vu pour les biens culturels, par exemple. Il y a un sens inaliénable qui est ce qui appartient au peuple, ce qui appartient à la nation. Et que ça, qu'on le réaffirme avant tout, avant toute concession dans le domaine financier, dans le domaine monétaire, dans le domaine sanitaire, dans quelque domaine que ce soit. Il faut revenir à cette conception et répondre en ce sens au cri du peuple, comme l'exigeait la commune, et comme on n'a pas répondu, y compris les gens de la commune n'y ont pas répondu, personne n'y a réellement répondu. Parce qu'il faut revenir à cette idée de participation, c'est mon message. Chacun a le droit de participer, c'est un droit naturel, comme le droit au travail, c'est de participer aux affaires de la nation. C'est ça la participation, ce que De Gaulle a raté parce qu'il avait de mauvais conseillers le 27 avril 1969 dans son référendum. Eh bien, ce sera le mot de la fin, Jacques Cheminade, et nous espérons tous que nous parviendrons à cette participation afin de répondre au cri du peuple, le titre de votre ouvrage aux éditions Glyphes. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes
également président fondateur de Solidarité et Progrès, que vous avez été de nombreuses fois candidat à la présidence de la République, que vous êtes un homme politique chevronné et expérimenté. Je peux dire un mot, c'est que l'ouvrage est disponible aux éditions du Glyphe, mais qu'il ne sera en librairie qu'à partir du 15 octobre. Merci de cette précision, chers auditeurs, à vos bulletins de commande, puisque l'ouvrage n'est pas encore disponible, mais très prochainement, en octobre donc. Restez bien avec nous dans quelques instants, le libre journal de la résistance française. Surtout, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat 75 016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours besoin de vous et chacun de vos dons est déductible aux 2/3 si vous êtes assujetti à l'impôt sur le revenu. Merci encore une fois, Jacques Cheminade, d'avoir été des nôtres et à très bientôt au micro du Radio Merci Courtoisie. à vous.